Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver encore une fois, cette fois-ci avec un nouveau module qui s'intitule la gestion des risques financiers. Donc, voici le plan du cours. Donc, dans une première partie, on va voir la gestion du risque de crédit. Et dans une deuxième partie, on va voir la gestion du risque opérationnel. Pour le risque marché, je suppose qu'on l'a déjà vu dans le module de gestion de portefeuille. Donc, les techniques de gestion de portefeuille sont pratiquement les mêmes techniques avec lesquelles on travaille pour gérer les risques dans le marché financier, ou bien ce qu'on appelle le risque marché. Donc, dans la première partie du cours, la gestion du risque de crédit, on va voir la définition d'un risque de crédit. On va voir également le marché des créances bancaires et la notation du risque de crédit bancaire. Et dans la deuxième partie, qui est la gestion du risque opérationnel, on va voir également la définition du risque opérationnel. On va voir les différentes approches de quantification du risque opérationnel et on va voir quelques exemples des risques opérationnels. Donc, à titre de rappel, en 1988, les pays de G10 ont confié à la BERI, ou bien ce qu'on appelle le Bureau des règlements internationaux, la mise en place des accords pour protéger les institutions financières contre les différents risques qui peuvent impacter leur stabilité. Donc en 1988, on a parlé un peu des accords de Bâle 1, étant représentés par le ratio Cook, qui est le rapport entre les fonds propres réglementaires et le risque de crédit. On a dit que ce ratio doit être obligatoirement supérieur à 8%. En 1996, une deuxième version actualisée du ratio Cook qui intègre le risque marché dans la partie dénominateur du ratio, tout en respectant la même condition qui est ce ratio doit obligatoirement dépasser 8%. Donc, jusqu'à 2000, on a pensé à passer des accords de Bâle 1 à des nouveaux accords qui s'intitulent les accords de Bâle 2. Donc, en 2004, ils ont commencé à appliquer un peu les accords de Bâle 2 en intégrant le risque opérationnel dans la partie dénominateur du ratio. Donc, en respectant toujours la même condition, c'est que ce ratio doit être obligatoirement supérieur à 1%. Donc, on ne parle plus du ratio Cook, on est passé à un autre ratio qui s'intitule le ratio McDonough. Et en 2010, et juste après la crise financière internationale de 2008, on a pensé à passer aux accords de Bâle 3 pour rendre un petit peu ce ratio plus encore solide. Donc, on a augmenté un peu le seuil du ratio à 12% et on a intégré le calcul du risque de liquidité à travers ces deux éléments, à savoir le LCR ou bien le ratio de liquidité à court terme et le NSFR qui est le ratio de liquidité à long terme. Donc, l'accord de Bâle 2, l'accord de Bâle 2, il est caractérisé par trois piliers. Donc, le premier pilier, c'est les exigences minimales en fonds propres. Donc, on doit avoir obligatoirement des exigences qu'on a intitulées dans la partie introduction du cours, sont les ratios McDonough. Donc, ils ont proposé quelques méthodes de calcul des fonds propres réglementaires, à savoir trois approches qui sont l'approche standardisée, l'approche IRB simple et l'approche IRB complexe. Et pour le risque opérationnel, il y a trois approches également du calcul du risque opérationnel qu'on va voir très prochainement, qui sont l'approche indicateur de base, approche standardisée et approche de mesure avancée. Le deuxième pilier, c'est la surveillance prudentielle. Donc, la Banque centrale doit surveiller l'activité des banques en général.
Et le troisième pilier, c'est la discipline de marché, c'est l'information ou bien la communication financière. Donc toutes les banques doivent communiquer, doivent faire ce qu'on appelle la communication financière. Donc ils doivent communiquer leurs résultats, leurs états de synthèse, etc., etc. Donc voici les risques, les trois risques auxquels les banques sont exposées d'une manière globale. Donc on va pas parler un peu du risque de liquidité parce que vous allez le voir dans une autre matière qui est la gestion active passive bancaire. Donc la banque est exposée à 85% au risque de crédit, 15% au risque opérationnel et à 5% au risque marché. Donc passons maintenant à la première partie qui est la gestion des risques de crédit. Par définition, le risque de crédit, c'est le risque qu'une contrepartie ne soit pas en mesure d'honorer ses engagements à l'égard de l'établissement. C'est la définition de l'article 41 de la Banque centrale. Donc le risque de crédit, c'est le risque qu'un client ne paye pas ses engagements ou bien ne paye pas son crédit, ne rembourse pas son crédit. Donc le marché des créances bancaires. Il désigne l'ensemble des transactions des crédits bancaires, notamment les crédits aux particuliers. Donc il y a des crédits qui sont destinés aux particuliers et il y a d'autres crédits qui sont destinés aux entreprises et professionnels. Pour les crédits qui sont destinés aux particuliers, ce sont généralement les crédits immobiliers, les crédits à la consommation, les crédits d'opportunité, etc., etc. Pour les crédits qui sont destinés aux entreprises et professionnels, on distingue deux types de crédits. Il y a des crédits de fonctionnement qui sont destinés à financer un peu le cycle d'exploitation de l'entreprise et les crédits d'investissement qui sont destinés à financer le cycle d'investissement des entreprises. Donc les crédits de fonctionnement, on peut trouver des crédits par décaissement et des crédits par signataire ou bien des crédits par signature. Des crédits par décaissement sont des crédits qui, dans l'opération de crédit, il y a un décaissement des fonds. Il y a de l'argent, il y a de la liquidité. C'est l'exemple des crédits que nous connaissons tous. Les crédits, si je veux acheter par exemple une télévision, donc je pars à la banque, je prends un crédit, je prends de la liquidité, je prends de la monnaie et je paye la télévision. Il y a d'autres crédits qui sont des crédits ou bien des engagements par signature. Là, la banque ne donne pas des fonds, donc ne donne pas de la monnaie, mais elle donne son engagement moyennant un taux d'intérêt, à savoir les cautions. Donc si vous voulez comprendre un peu les risques de crédit, bien les crédits par signataire, pardon, ce sont des crédits donc, qui ne sont pas donc qui ne sont pas des fonds réels, mais sont des crédits. C'est la signature de la banque qui est payée par un taux d'intérêt. Pour les crédits d'investissement, il y a des crédits de création, des crédits à moyen et long terme, etc. Ce sont des crédits, comme je disais tout à l'heure, qui sont destinés à financer le cycle d'investissement d'une entreprise. Donc le risque de crédit pour le marché des créances bancaires est constitué de deux composantes principales. Donc il y a la contrepartie et il y a la transaction. La contrepartie, c'est la segmentation de la clientèle. Donc normalement, dans un portefeuille de banque, on trouve plusieurs clients. Il y a les clients souverains, les banques, les clients corporate, la clientèle de détail, etc. Passons maintenant à la transaction. Transaction, elle regroupe la nature de crédit, l'exposition au crédit, la couverture du crédit et le taux de recouvrement du crédit. D'une manière simple, le risque de crédit peut être expliqué par la relation suivante. Donc, le risque de crédit, il est égal à la probabilité de défaut multiplié par le montant de la créance fois 1 moins le taux de recouvrement. Donc, c'est la formule basique du calcul du risque de crédit. Donc, on multiplie la probabilité de défaut d'un client par le montant de la créance, notamment c'est le montant du capital restant du crédit, multiplié par 1 moins le taux de recouvrement. Donc, combien on peut recouvrer du crédit. Passons maintenant à la notation.
Donc la notation, c'est l'évaluation du risque de non-paiement de la totalité du principal des intérêts relatifs à une obligation financière. Formellement, il s'agit d'une évaluation de la probabilité de défaillance à un certain horizon. Donc, on note les clients par degré de solvabilité. On va voir c'est quoi la notation en détail. Donc, la notation externe, il y a 3 agences de notation externe de le monde. Il y a l'agence notation Moody's, l'agence Standard & Poor's et l'agence Fitch Ratings. Ce sont des agences qui notent la solvabilité des clients en leur accordant des notes. Donc on va voir un exemple. Donc c'est un exemple de l'agence notation Standard & Poor's. Donc on va prendre la notation BBB ou bien triple B. Donc la probabilité pour qu'un client passe de BBB à triple A, c'est 0,2%. La probabilité pour qu'un client passe la note triple B à double A, c'est 0,33%. La notation pour qu'un client passe de triple B à A, c'est 5,95%, ainsi de suite. Donc la probabilité pour qu'un client passe de BBB au défaut, c'est 0,18%. Donc pratiquement, on s'intéresse à la probabilité de défaut, donc à ce 0,18%. Donc en général, on doit couvrir 0,18% du crédit parce qu'on ne sait jamais si le client tombe en défaut ou bien il y aura une partie qu'on va recouvrir par la suite. Donc, maintenant on passe à la réglementation bancaire de ce crédit. On va voir quelques circulaires de la Banque centrale. Donc, le contrôle des établissements de crédit est assuré par la Banque centrale selon les dispositions de la loi bancaire. De ce fait, cette institution doit s'assurer du bon fonctionnement de la stabilité du système financier. Dans le domaine du risque de crédit, Banque Maghreb a mis en place un arsenal de circulaires et de directives pour assurer une bonne gestion du risque de crédit à savoir. Donc on va voir quelques circulaires de la Banque centrale, notamment la Banque Maghreb. Donc il y a la circulaire 40G 2007 relative au contrôle interne. Il y a la circulaire 25G 2005 relative au coefficient de solvabilité. Il y a la circulaire 26G 2006 relative aux exigences en fonds propres portant sur le risque de crédit de marché opérationnel des établissements de crédit. Il y a la circulaire 8G 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit de marché opérationnel sans les approches internes aux établissements de crédit. Il y a la circulaire 8G 2012 relative au coefficient minimum de division du risque. Et il y a d'autres circulaires. Maintenant, on passe à la gestion des risques de crédit dans le marché des créances bancaires, cette fois-ci avec l'étude du dossier de crédit. Donc l'étude de la demande de crédit représente la phase d'appréciation du profil du risque, de la contrepartie, et ce par la collecte des informations nécessaires pour la prise de décision. Notamment donc, on cherche quelques informations pour pour savoir si le client va rembourser son crédit ou non. Donc il y a des informations comptables et financières. Donc s'il s'agit d'une entreprise, on s'intéresse aux états de synthèse, aux situations des engagements, etc. Il y a des informations d'ordre qualitatif. Donc le secteur d'activité de l'entreprise, la position sur le marché, la concurrence, le mode de management, les relations bancaires, les clients, les fournisseurs, etc. Il y a des indicateurs de risque. Donc on vérifie s'il a un contentieux auparavant. Donc s'il avait déjà bénéficié d'un crédit et qu'il n'a pas remboursé. Et on voit s'il y a un impayé chèque ou bien des incidents SKIP. SKIP, c'est le service central des incidents de paiement. Donc si le client est en interdiction chéquier ou bien c'est un mauvais payeur, il donne des chèques sans provision. Il y a également les moyens de production. Donc, on doit savoir en quelque sorte le processus de production de l'entreprise pour cerner le besoin de financement, évaluation des garanties et de couverture. Le réseau de commercialisation. Donc, c'est l'organisation commerciale, les délais fournisseurs et les moyens de paiement, etc. etc. Et l'approvisionnement. Donc, si l'approvisionnement est à l'échelle nationale ou bien à l'échelle internationale.
Très bien, maintenant on passe au dispositif de contrôle. Le dispositif de contrôle comporte l'ensemble des moyens matériels et humains mis en place pour assurer le bon fonctionnement de la filière de crédit conformément à la réglementation en vigueur et aux bonnes pratiques dans le domaine. Il peut être résumé dans les axes suivants. Donc il y a le contrôle de premier niveau. C'est l'autocontrôle. Donc quand je contrôle ce que je fais par moi-même, c'est l'autocontrôle. Bien ce qu'on appelle le contrôle du premier niveau. Il y a le contrôle de deuxième niveau. C'est le contrôle hiérarchique. Donc quand mon supérieur hiérarchique contrôle un peu ce que je fais et les activités ou bien le travail que je fais. S'il est bon ou s'il est conforme aux circulaires et aux exigences de l'entreprise. Il y a la contre-étude. C'est une fonction indépendante dont la mission est de vérifier la conformité a priori de l'étude de dossier de crédit par les procédures en vigueur. Il y a la surveillance, la cellule surveillance et gestion du risque. C'est une fonction prévue par la circulaire relative au contrôle interne qui assure le suivi des engagements et de la qualité des emprunteurs. Et le contrôle permanent a posteriori du cheminement des dossiers du crédit. Et il y a l'audit général. C'est un audit qui concerne toute la filière crédit, de la production jusqu'à l'archivage du dossier de crédit et qui permet d'évaluer les procédures en vigueur ainsi que le dispositif de contrôle adopté. Il y a également la délégation du pouvoir. Donc, la délégation du pouvoir, bien ce qu'on appelle la sous-traitance. La délégation du pouvoir touche les conditions préférentielles en matière de tarification, les dates de valeur et les volumes d'engagement. Elle peut être individuelle ou collégiale. Elle est basée sur un système de limites qui dépend des éléments suivants. Des potentiels commerciaux et techniques de l'entité en question, des secteurs d'activité et des régions, de la qualité et du profil de la contrepartie, c'est le score attribué, les types de crédit et le niveau de concentration individuelle, sectorielle et par groupe d'affaires. Donc en fait, les banques optent pour la délégation du pouvoir ou bien la sous-traitance quand elle n'a pas les moyens de bien maîtriser les risques. Donc au lieu de supporter le risque d'un crédit, elle le sous-traite à une filiale ou bien donc elle confie le traitement du risque de crédit à la filiale en question. Maintenant, on passe aux techniques de couverture. Donc, il y a plusieurs techniques de couverture. Ils varient en fonction de la contrepartie, du crédit et de la nature de l'activité exercée. Donc, les couvertures, les techniques de couverture ou bien les garanties bancaires, les plus répandues dans le marché du secteur bancaire sont le nantissement. Donc, le nantissement, c'est une garantie qui est connue. Le nantissement peut concerner le fonds de commerce, le matériel ou les instruments financiers, notamment les dépôts à terme et les bons de caisse. Il y a l'hypothèque. Il concerne les actifs immobilisés. Donc, quand vous partez acheter un appartement, par exemple, la banque va vous demander de faire l'hypothèque de la maison en faveur de la banque. Donc, en cas de non-remboursement du crédit, la banque a le droit de vendre votre bien ou bien de saisir votre bien. Les cautions. Elles peuvent couvrir une partie ou la totalité des crédits. Donc les cautions, par exemple, si je suis un profil qui est plus ou moins risqué, je veux avoir un crédit, donc la banque va me demander une caution. Une caution, c'est une personne qui va prendre en charge le risque de crédit en cas de non-remboursement. Il y a les assurances. Donc, quand on parle des assurances, on parle d'assurance décès. Donc, en cas d'invalidité absolue ou définitive, ou bien en cas de décès de l'emprunteur, la compagnie d'assurance prend en charge le remboursement du capital restant dû du crédit. Et il y a les avals des fonds de garantie, notamment la CCG. Donc, la Caisse centrale des garanties, elle avalise le crédit. Donc, l'État, elle peut garantir les crédits à hauteur de 85%. Donc, elle étudie le profil de crédit et elle peut avaliser son crédit. Maintenant, on passe
au dispositif de recouvrement. Le dispositif de recouvrement permet de réduire la perte en cas de défaut. Il comprend deux volets. Le recouvrement à l'amiable. Donc si vous ne remboursez pas votre crédit, la banque va faire le recouvrement ou bien va procéder au recouvrement à l'amiable. Donc elle va vous envoyer des messages de relance, facture courtois, mais ferme pour inciter le client mauvais payeur à régulariser sa créance impayée, comprendre les causes de non-paiement et identifier les litiges. Donc, si le recouvrement à l'amiable n'aboutit à aucune solution, on passe à ce qu'on appelle le recouvrement par voie judiciaire. Donc, il consiste à saisir le tribunal compétent afin d'obtenir la condamnation du mauvais payeur dès lors que toutes les relances amiables et tentatives de négociation ont échoué. Donc, ce sont les deux modalités de recouvrement. Donc, il y a le recouvrement à l'amiable et le recouvrement par voie judiciaire. Maintenant, on passe aux techniques de quantification du risque de crédit. Donc, il y a la méthode standard. Donc, dans cette méthode standard, il y a trois paramètres à calculer. Il y a la probabilité de défaut, ou bien probability of default, il y a la perte en cas de défaut, bien ce qu'on appelle loss given default, et l'exposition à défaut, bien de exposition à default. Donc dans la méthode standard, on calcule la probabilité de défaut à travers la notation externe. Comme je disais tout à l'heure, la notation externe, c'est la notation des agences de notation, à savoir l'agence Moody's, Standard & Poor's et Fitch. Pour les deux autres paramètres, il y a un taux forfaitaire qui est fixé par le régulateur. Ça concerne la méthode standard. Pour la deuxième méthode, c'est la méthode notation interne fondation, bien ce qu'on appelle IRB fondation. Donc la banque elle est tenue de calculer elle-même la notation interne. Donc la banque doit obligatoirement noter la solvabilité du client. Les deux autres paramètres sont pareils à la méthode standard, donc il y a un taux qui est forfaitaire et fixé par la banque centrale. La dernière approche, c'est la méthode IRB avancée. Donc la banque doit calculer et la probabilité de défaut, et la perte en cas de défaut, et l'exposition en cas de défaut. Donc la banque est tenue de calculer ces trois paramètres. La notation interne, c'est un système qui permet de segmenter le portefeuille bancaire en classes de risque, qui varient entre l'excellent profil de risque à la défaillance. Le régulateur a fixé des classes de risque à 8 classes, au minimum, et une classe de défaut. Donc, voici les classes de risque. Donc, il y a plusieurs notes. Donc, la note A, c'est le profil qui est excellent. Note B, un profil qui est très bon. La note C, on la donne un profil qui est bon. La note D, un profil qui est assez bon. La note E, c'est un profil qui est moyen. La note F, c'est passable. G, médiocre. Et H, très médiocre. Et il y a un autre profil, c'est le profil défaut. Donc, si la note est A, donc l'excellent profil, on peut lui donner un score qui varie de 81 à 100%, avec une probabilité de défaut de 0,3%. Si nous avons un profil H, donc la tranche de score varie de 0 à 21 points, donc il a une probabilité de défaillance de 55%. Et pour le client en défaut, donc c'est un client qui a une créance en souffrance, donc automatiquement il a une probabilité de défaut de 100%, donc il est en défaut. Maintenant, on passe à la première méthode de notation interne qui s'intitulait le Z-score d'Edward Altman. Donc, le Z-score, c'est une fonction qui est Z qui est égale à 1,2 multiplié par x1 plus 1,4 multiplié par x2 plus 3,3 multiplié par x3 plus 0,6 multiplié par x4 et 0,999 multiplié par x5. x1, c'est un ratio, c'est le rapport entre le besoin en fonds de roulement et le total des actifs. x2, c'est les réserves divisées par le total des actifs. x3, c'est les bits ou bien
le résultat avant impôt divisé par le total des actifs. X4, c'est la capitalisation boursière divisé par le total des dettes. Et X5, c'est le chiffre d'affaires divisé par le total des actifs. Donc on doit calculer ces ratios et on doit les pondérer par ces coefficients pour obtenir un score final. Donc le premier ratio X1, il est souvent utilisé pour analyser la santé des entreprises. C'est une comparaison entre les actifs liquides de la firme par rapport à la capitalisation totale. Le besoin en fonds de roulement est le résultat de la différence entre les deux actifs à court terme, stock et créances, et les dettes à court terme. Une entreprise qui connaît une baisse d'activité voit généralement son besoin en fonds de roulement diminuer. X2, c'est la réserve divisée par le total des actifs. Donc en comparant les réserves avec le total des actifs, on peut mesurer la profitabilité cumulée dans le temps par l'entreprise. L'âge de la firme est directement lié à ce ratio. La valeur de ce ratio est faible lorsqu'une entreprise est jeune, ce qui a des répercussions négatives sur son Z-score. Le résultat avant impôt divisé par le total des actifs, il mesure la productivité de la firme sans prendre en compte les taxes et les impôts liés à son financement. Ce ratio nous donne une idée plus précise sur la valeur de la firme, peu importe la politique fiscale du pays. Donc ici, on ne va pas s'intéresser à la politique fiscale du pays, parce qu'on sait très bien que la fiscalité impacte le résultat des entreprises. Et maintenant, on passe à la capitalisation boursière divisée par le total des dettes. Donc ce ratio mesure la variation de la valeur totale de l'entreprise par rapport au marché financier. C'est un indicateur de variation de la valeur de la firme par rapport aux fluctuations que connaît le marché financier. Et le dernier ratio qui est le chiffre d'affaires divisé par le total des actifs, c'est le ratio de rotation de l'actif. Il montre la capacité d'une entreprise à générer des ventes avec l'actif disponible. Cela montre la qualité du management, sa capacité à s'adapter à la concurrence. Donc, on peut tirer quelques remarques. Plus le score est élevé, moins l'entreprise a de probabilité de faire face à une faillite. Moins le score est élevé, plus l'entreprise a de probabilité de faire face à une faillite. Donc, on va distinguer trois zones. Donc, si nous obtenons un score qui varie de 0 à 1,81, on appelle cette zone, c'est une zone de distress. Donc, c'est une zone qui est un peu difficile. Donc, dans ce cas, on ne peut pas prendre le risque et donner un crédit à un client. Si le score est compris entre 1,81 et 2,99, on parle de la zone grise. Donc, de grey zone, donc nous avons le choix. On peut donner un crédit à un client comme on ne peut pas le donner. Si le ratio dépasse 2,99, donc c'est la zone safe. Donc, on peut donner un crédit. Donc, il n'y a aucun risque dans ce cas. Donc, et voilà, on a terminé maintenant la première partie qui est la gestion des crédits. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Donc, on va faire un exemple du Z-score avant d'entamer la deuxième partie qui est la gestion des risques opérationnels. Donc, à très bientôt.